Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur Sage 100 Paye et RH, actualité légale et dernière mise à jour. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Mattei, chef de marché Sage PME, et Émilie Locard, responsable de service Sage PME. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel, bonjour Émilie, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être présents. Donc, comme le disait Léa, on va passer un petit moment ensemble. Je suis accompagnée ce matin d'Émilie Locard pour cette présentation. Et Émilie, je te laisse la parole quelques minutes pour te présenter. Oui, merci. Donc, je suis responsable de service sur Sage Pay qui inclut Sage PME, pardon, qui inclut Sage 100 Paye et RH sur la région donc Nobel. Et donc, je suis chez Apsis Cyborg depuis presque 17 ans. Merci Émilie. Et pour ma part, donc sur ce qu'on appelle l'activité PME chez Apsis Cyborg depuis une vingtaine d'années également. Donc tout de suite, nous démarrons cette présentation sur un très rapide sommaire. Quelques chiffres sur Apsis Cyborg, le sujet de l'évolution de la paye, donc la dernière version, la V5 et la version Sage DS qui va avec. Un focus légal, on a pas mal de sujets à aborder, et puis un certain nombre d'éléments d'offres autour de la sécurisation et de la fiabilisation des données de la paye et de la DSL. Apsis Cyborg, cette année, nous avons la chance de fêter nos 35 ans, donc un bel âge, 35 ans d'expérience, d'expertise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2021 s'est élevé à un peu plus de 71 millions d'euros et aujourd'hui, Apsis Cyborg compte 530 collaborateurs. Ces collaborateurs sont répartis dans 15 agences, dont 2 à l'étranger, une à Londres et une à Bruxelles. Et nous avons la chance de compter 3300 clients qui nous font confiance, dont vous faites partie. On vous en remercie. Aujourd'hui, notre activité tourne autour de 5 grands axes. Le conseil, bien entendu, donc une activité de conseil pour vous accompagner au quotidien sur, par exemple, la rédaction d'un cahier des charges ou vous aider dans votre transition, dans votre transformation sur certains process. On a une équipe dédiée de près de 10 personnes désormais. Bien entendu, l'intégration de solutions, c'est notre métier, j'allais dire, d'origine. Le suivi et l'assistance après ces intégrations. On dispose aussi d'une offre cloud, donc c'est la possibilité d'aller mettre dans le cloud les solutions traditionnellement qu'on appelle on-premise. On travaille aussi bien avec OVH qu'avec Azure. Et puis, on a aussi une activité que nous appelons Factory. Ce sont les équipes qui mettent en place des développements spécifiques, tout ce qui concerne des interfaces, la réalisation d'applications quand c'est nécessaire. Donc voilà pour nos activités de service. Et ces activités de service tournent autour de 5 grands éditeurs avec lesquels nous travaillons principalement. Sage, Microsoft, avec la partie Office 365 également, l'éditeur Lucas, l'éditeur Keriba et également EBP. Et puis d'autres éditeurs comme aussi les éditions Compagnons ou encore d'autres éditeurs avec lesquels on a un certain nombre d'accords et qui proposent des solutions complémentaires à ces éditeurs qu'on va qualifier de principaux nous concernant. Donc voilà pour quelques chiffres et quelques éléments sur la société Apsis Cyborg. On va passer maintenant au sujet de la version 5 de Sage 100 Paye et RH. Donc vous l'avez certainement vu, puisque la paye est sortie le 10 juin. Vous avez donc le bandeau dans votre fil d'actualité, et je vous ai mis d'ailleurs le lien dans le support ici. Il y a un certain nombre d'évolutions qui sont disponibles dans cette nouvelle version. Alors, on n'aura pas le temps de tout montrer, et puis on a fait le choix de vous montrer juste quelques éléments, parce qu'on a aussi des aspects légaux qu'on veut aborder. Mais tout de même, cette version 5 représente et présente un certain nombre d'informations assez importantes qui nous a semblé
essentiel de regrouper ici. Donc déjà, s'agissant de SQL, attention, à partir de cette version, on est sur du SQL 2017. Donc ça veut dire que Sage va livrer le runtime SQL 2017. Ok. Pour ceux d'entre vous qui êtes équipés de SQL, il faut que vous vérifiez la version de votre SQL. Si vous êtes encore sur des versions 2012, on se permet de rappeler que cette version de SQL 2012 n'est plus maintenue par Microsoft à partir de juillet 2022. Donc, soyez vigilants par rapport à ça et il faut donc que vous regardiez un peu parce que cette paye V5, elle n'est pas forcément obligatoire là tout de suite au moment où on se parle. En revanche, elle sera le socle de la version de fin d'année. Vous savez que toutes les années, on a une version en fin d'année, c'est la version légale dont on a besoin pour faire les DSN. Et donc, on aura très vraisemblablement une 5.10 qui arrivera en fin d'année et qui s'appuiera sur la V5. Donc, attention à SQL et à la version de votre SQL. On peut bien entendu vous accompagner dès à présent pour faire la mise à jour du SQL si vous avez besoin de nos accompagnements. Une fois qu'on a dit ça, si on se concentre sur la partie évolution fonctionnelle dans le produit, un certain nombre d'éléments, par exemple au niveau des aperçus avant impression. Vous avez désormais accès à des vrais fichiers PDF. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure navigation, l'accès au zoom, enfin tous les bénéfices en fait du PDF, du format PDF traditionnel. Ensuite, vous verrez, et ça Émilie va nous le présenter tout à l'heure, on a un nouveau traitement qu'on appelle le traitement en chaîne. C'est un nouvel assistant qui va vous accompagner en fait dans le chaînage des actions de fin de période, vous verrez en images dans quelques instants. Un sujet qui tourne autour des DPAE et surtout la génération EDI de ces DPAE. L'envoi se fait toujours par Sage Direct et il faut, pour ceux d'entre vous qui souhaitez utiliser ce service-là, être pour le coup en V5 et mettre la dernière version de Sage Direct. Cette dernière version sortira le 28 juin. Les modalités comment dire, traditionnelles restent d'actualité, mais c'est si vous souhaitez exploiter la partie EDI de la DPAE. Toujours dans le fonctionnel autour de la paye, il y a une évolution de la fonction liée à l'indemnisation maladie, puisqu'on va pouvoir désormais prendre en compte les jours déjà indemnisés, les 12 mois précédents quand on est en année glissante. Et donc, on verra qu'il y a un nouvel onglet jours indemnisés qui permet donc de tracer, de stocker et de visualiser les jours qui ont déjà été indemnisés. Également au niveau de la paye, le sujet des bulletins de rappel. Ce sujet des bulletins de rappel, c'est un sujet sur lequel Sage travaille depuis quelques temps, puisqu'il a été possible depuis le mois de janvier 2022 de faire des bulletins de rappel pour les collaborateurs qui sont présents dans l'entreprise. Pour ceux d'entre vous qui avaient exploité la solution, c'est un peu compliqué d'annuler un bulletin de rappel si jamais on en a besoin. Donc avec cette V5, il y a des évolutions sur cette fonctionnalité. Donc déjà, au niveau de l'annulation, c'est plus simple. Et puis, il y a aussi des évolutions sur la prise en compte de ces bulletins de rappel dans les éditions et dans un certain nombre de traitements. Par exemple, ils n'étaient pas disponibles dans les GA, ils n'étaient pas disponibles dans Sage BI Reporting. Donc maintenant, on retrouve les bulletins de rappel et les bulletins complémentaires dans ces fonctionnalités-là. Bien entendu, le sujet du recouvrement par l'URSSAF de la retraite complémentaire, on va en parler, on va faire un focus dédié là-dessus, mais effectivement, c'est un des sujets qui va nous occuper ces prochaines semaines et ces prochains mois. Et donc, la version du plan de paye Sage permet justement de traiter ça en amont. Dès à présent, on va en reparler dans un instant. Et enfin, des sujets autour de Sage DS, avec des évolutions autour du légal et des évolutions au niveau de l'efficacité, surtout par rapport justement au recouvrement par l'URSSAF de la retraite complémentaire, où on aura par exemple des éditions de cotisation de l'URSSAF plus simples pour pouvoir bien contrôler les éléments. Voilà pour ces sujets. Je laisse la parole à Émilie qui va nous parler justement du traitement en chaîne, donc cette nouvelle fonction. Oui, donc on a choisi effectivement de faire un focus particulier sur cette nouvelle fonctionnalité de traitement en chaîne.
qui s'apparente un peu à la gestion du traitement de sortie d'un collaborateur qui vous propose du coup par étape de sortir les différents éléments. Donc là, on est sur un traitement en chaîne de fin de paye où effectivement sur le bandeau de droite, on va pouvoir cocher ou décocher les éléments qu'on ne souhaite pas faire dans le traitement en chaîne. Hein. Donc on passe par les éditions de bulletins jusqu'à la passation comptable. Sachant qu'également, ça va inclure la sauvegarde de la base de données de paye et la sauvegarde de la base DS. Cette fonctionnalité, juste un petit truc, pardon Emmanuel, cette fonctionnalité, les joies du direct, cette fonctionnalité est accessible donc bien évidemment en monosociété, disponible sur Sage 100 Pay, mais qui n'est pas disponible sur Sage Pay i7, avec un accès en mode superviseur. Sur la slide d'après, donc là, on arrive sur le premier traitement qui nous propose de gérer, hein, qui est l'édition des bulletins de paie. Donc, vous voyez, vous retrouvez les sélections que vous avez déjà enregistrées au niveau des bulletins de paie. Déjà, est-ce que j'ai dit ou pas que le bulletin officiel, le bulletin supplémentaire et les modèles de bulletins que vous avez déjà préalablement choisis. Donc, une fois ce traitement lancé, on va pouvoir passer du coup au traitement suivant par l'étape suivante, où il nous propose de générer le virement de paye, avec bien évidemment le choix sur les bulletins clôturés ou pas, la possibilité de cocher la domiciliation bancaire unique si vous n'émettez qu'avec une seule banque. Sur cette partie-là, on a également aussi fait des remontées déjà auprès de l'éditeur et je ne doute pas qu'on arrive également à se faire entendre pour avoir globalement l'écran que l'on connaît sur le virement de salaire, notamment par exemple de pouvoir désélectionner manuellement un collaborateur. Prochaine étape, donc le livre de paye, avec donc là vous voyez aussi la possibilité de sélectionner les bulletins de rappel, hein, donc qui inclut les bulletins de rappel et les bulletins complémentaires. Puis de ce fait, on passe à l'édition de l'état résumé des cotisations. Donc pareil, avec les mêmes choix sur les différents éléments. Du coup, derrière la génération de la DSN, donc bien évidemment avec la possibilité de cocher autre et de sélectionner toutes les modifications qui ont été effectuées. Donc ça va nous permettre du coup de lancer la mise à jour du module DS et en même temps, comme à l'habitude, de créer les DSN mensuels. Le journal de contrôle, donc avant de lancer la passation comptable. Et donc, au moment de lancement de la clôture mensuelle, c'est à cette étape-là que le système nous propose du coup de sauvegarder la base de données de paye et en même temps de sauvegarder la base DS avec le lien de stockage qu'on a pu identifier sur la première page du traitement en chaîne. Donc, bien évidemment, il effectuera du coup la sauvegarde avant de faire la clôture. Et en dernière étape, la passation comptable qui sera du coup effectuée à cette étape-là. Donc une belle évolution qui va nous permettre effectivement de lancer les traitements en chaîne les uns derrière les autres. Concernant le focus légal et l'actualité du moment, donc plusieurs points. Au niveau de l'actualité, le premier qui nous concerne, c'est le transfert du recouvrement des retraites complémentaires de l'AGIRC et ARCO auprès de l'URSSAF. Donc ce transfert-là avait été prévu initialement pour le 1er janvier 2022. Ça devait être un sujet pour début d'année, mais effectivement, il a été décalé donc, au 1er janvier 2023. Donc là, c'est demain. Ce qui va changer, c'est qu'effectivement, c'est l'URSSAF qui va devoir recouvrir les cotisations de retraite complémentaire à AGIRC-ARCO. C'est déjà le cas pour les entreprises qui relèvent de la MSA. Ce qui sous-entend du coup au niveau de l'impact de déclaration,
un changement et du coup de nouvelles cotisations individuelles. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on fait des bulletins de rappel, on se doit du coup de déclarer les éléments en DSN avec les énumérés et les attentes de cahier des charges du moment où on aurait dû effectivement passer ces payes. Donc c'est pourquoi effectivement on va avoir un impact déclaratif au niveau du bloc 81 avec des changements d'énumérés qui seront propres du coup au cahier technique 2023 et au fait que la retraite va être recouvrée par le biais de l'URSSAF. Qui dit URSSAF dit du coup des blocs 23. Donc si je fais un petit parallèle dans la DSN, hein, c'est anciennement notre DUX que l'on retrouve en DSN. Et effectivement, l'URSSAF du coup attend des codes DUX pour chacun des éléments au niveau du bloc 23, ce qui n'est bien évidemment pas attendu par la MSA. Côté paramétrage, ça sous-entend du coup 2 nouvelles rubriques. On ne peut pas utiliser les mêmes rubriques puisqu'on change d'énuméré et qu'on peut servir des anciens énumérés en cas de bulletin de rappel. Donc du coup, avec les constantes qui s'y réfèrent et un impact fort au niveau du paramétrage apprenti puisque l'URSSAF attend les éléments au niveau de la partie cotisation agrégée, donc bloc 23, avec les éléments exonérés et non exonérés, chose qu'on ne déclarait pas jusqu'à maintenant sur la caisse de retraite Agir Carcourt. Au niveau, donc, sur le focus DSN, donc, comme je vous le disais précédemment, un bloc 81 qui va évoluer avec des énumérés qui nous sont imposés. Le bloc 23 avec les codes DUX attendus donc, par l'URSSAF. Seuls les montants vont apparaître, un montant salarial et montant patronal. Il n'y a pas de taux de cotisation attendu, hein, notamment, on se l'explique avec des taux de cotisation qui peuvent être différents hein, du fait d'une convention collective ou d'un choix entreprise. Ce qui nous amène du coup à une évolution de cette EDS, donc à partir de la version 12.11, qui nous permettra notamment de pouvoir éclater sur 2 CTP une seule et même rubrique. Hein. Je vous disais qu'effectivement, au niveau des CTP de l'URSSAF, ils vont attendre du coup un CTP avec le montant salarial, un CTP avec le montant patronal, par exemple pour la retraite complémentaire T1. On n'aura qu'une seule rubrique au niveau de notre bulletin de paye et c'est Sedge DS qui va du coup éclater cette même rubrique sur le CTP montant salarial et sur le CTP montant patronal. Idem sur la partie régularisation d'exonération générale. Merci Émilie. Et donc, pour pouvoir vous accompagner par rapport à ça, parce que donc, vous avez bien vu qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient à prendre en considération. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir intervenir dès à présent, puisque Sage a mis en place un plan de paye dédié, et donc on va pouvoir faire les paramétrages en amont de janvier 2023. Donc du coup, demain, enfin potentiellement lundi, ou peut-être même aujourd'hui, vous allez recevoir une communication. En tout cas, on va envoyer à vous tous, tous nos clients, une communication pour expliquer donc justement cette évolution du transfert du recouvrement de la retraite complémentaire. Pour certains d'entre vous, on a suffisamment d'éléments pour pouvoir estimer la charge de travail. Et du coup, vous allez pour certains même pouvoir récupérer directement la proposition d'accompagnement directement dans votre espace client. En fait, ce qu'on propose, c'est de faire un accompagnement en 2 étapes. La première étape à partir du mois de juillet. Et donc, les consultants vont pouvoir intervenir pour faire la mise à jour du plan de paye, ajouter les nouvelles rubriques, vérifier les constantes, mettre en place les codes DUX, préparer l'audit comptable et bien entendu vous expliquer toutes les évolutions, vous présenter ces évolutions et faire un certain nombre de tests. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut faire ça dès à présent et qu'on a le temps pour pouvoir échelonner ces interventions jusque sur septembre-octobre. L'idée, c'est d'en être entre guillemets débarrassé pour pouvoir après s'occuper de la partie DSN, sachant que donc la deuxième partie de l'accompagnement se fera justement dans le cadre des interventions DSN qu'on fait comme chaque année.
puisque c'est uniquement à partir du mois de janvier qu'on pourra insérer les nouvelles rubriques dans les bulletins modèles, puisqu'il ne faut pas s'en servir avant, et bien entendu désactiver les anciennes. Alors, pour ceux d'entre vous qui prenez l'accompagnement DSN, ben, ça fait partie du travail qui sera fait par un consultant au mois de janvier. Pour ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas qu'on les accompagne dans le contexte de la DSN, au moment où on interviendra au mois de juillet, on a prévu et préparé une trame. Et dans cette trame, on vous proposera également les actions à mener sur le mois de janvier. Donc, on vous dira très précisément ce qu'il vous restera à faire si jamais vous souhaitez le réaliser en toute autonomie. Et puis, pour ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas d'accompagnement dans le contexte de la DSN, mais qui veulent quand même qu'on vienne les accompagner en janvier sur le sujet de l'activation des rubriques, on proposera un accompagnement dédié. On verra encore ce qu'on va proposer, peut-être un petit tutoriel ou peut-être des interventions rapides de nos collaborateurs. On va caler ça très rapidement. Donc voilà en tout cas pour cette partie transfert du recouvrement de la retraite complémentaire de l'Agir Carco à l'URSSAF. Donc un certain nombre d'actions à mener dès à présent pour pouvoir être prêt pour le mois de janvier. Je repasse la parole à Émilie qui va vous parler d'un autre sujet, c'est le bonus-malus. Merci Emmanuel. Oui, donc un autre sujet du moment qui va arriver incessamment sous peu, hein, donc le bonus-malus des acédiques. Donc c'est un dispositif qui effectivement a pour souhait de limiter le recours à des contrats de courte durée. Donc, il y a 7 secteurs qui sont concernés à ce jour, hein, et ça représente à peu près 20 000 entreprises au total. Ce dispositif de bonus-malus aura une première modulation avec une première mise en application du coup au 1er septembre 2022 et il sera calculé à partir des fins de contrat ou fins de mission intérimaire qui auront été constatées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022. À ce jour, dans les secteurs qui sont effectivement cités en bas de cette slide, dans les 7 secteurs, il y a du coup les secteurs qui ont été fortement touchés pendant la crise sanitaire, qui seront exclus de l'application du bonus-malus. Ainsi, par exemple, sont exclus du dispositif le secteur de l'hébergement et de la restauration, par exemple. Les taux vous seront communiqués donc directement aux entreprises autour du 31 août, hein, donc par notification de mail et de CRM. Ils seront du coup notamment disponibles dans votre espace de net entreprise. Hein, donc soyez vigilants si vous faites partie de ces secteurs. Et concrètement, du coup, en paye, un mode opératoire donc via un plan de paye utilisateur sera livré en septembre par l'éditeur pour la création du coup de cette nouvelle rubrique qui portera du coup la différence du bonus-malus. Hein, on parle bien d'un bonus-malus, hein, donc il peut être positif ou négatif. Donc nous travaillons là dès maintenant sur les modalités d'accompagnement et on reviendra vers vous sur le sujet à ce moment-là. Néanmoins, si vous êtes concerné ou faites partie des différents secteurs, n'hésitez pas à nous faire part dès maintenant pour qu'on puisse anticiper nos adressages. Donc ça, c'était le point sur le bonus-malus. Dernière information de dernière minute concernant les cotisations auprès de Humanis et Malakoff. Il va y avoir une évolution en janvier 2023 avec de nouvelles fiches de paramétrage. Donc, ce n'est pas juste des codes contrats qui vont changer. Un certain nombre d'informations en plus des références contrats comme les codes population, comme la cotisation maintien de salaire qui sera cumulée avec les autres cotisations. Donc, très probablement un regroupement des différentes garanties en une seule ou plusieurs, mais notamment des regroupements sur cette partie-là. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous faire part si vous cotisez actuellement à l'Humanis Malakoff pour pouvoir anticiper cette partie-là. Un rappel sur les sujets qui nous concernaient au printemps 2022. Il y avait eu un certain nombre de sujets ensuite au BOSS
qui avait été publié et on vous avait sollicité, on vous avait fait parvenir de l'information sur les différents sujets. Donc, on avait déjà eu une évolution dont on avait eu connaissance au niveau du bulletin clarifié, notamment pour janvier 2023, avec l'apparition de nouvelles informations obligatoires sur le bulletin de paye. Néanmoins, il y a eu d'autres informations reçues sur cette partie-là au niveau du bulletin clarifié avec une évolution de la mise en forme. Donc, ça concernait notamment le net avant-passe qui devait cette fois-ci s'afficher sur la même police, même niveau de présentation que le net à payer après passe. Et puis également l'organisation de risques et de sous-risques sur la partie bulletin clarifié. Évolution forte au niveau de l'allègement général, ex-Fillon qui concerne les apprentis, les contrats de professionnalisation. Jusqu'à maintenant, pour le calcul du SMIC allègement général pour ces types de contrats, on ne tenait pas compte du pourcentage de rémunération de ses collaborateurs. Depuis le 1er janvier, on doit effectivement proratiser le SMIC allègement général en fonction du pourcentage de rémunération. Donc, par exemple, si on a un apprenti qui est rémunéré à 50% du SMIC, le calcul du SMIC allègement général sera du coup de 50% du SMIC et bien évidemment proratisé en fonction de l'absence maintenue. Évolution également sur la déduction patronale TEPA liée aux heures supplémentaires structurelles. Donc, en cas d'absence avec maintien partiel ou sans maintien de la rémunération, les heures supplémentaires dites structurelles ne sont pas prises en compte. Donc, à l'inverse du dispositif applicable sur la réduction salariale. Donc, il y a un changement effectivement sur cette fameuse déduction patronale sur les heures supplémentaires et notamment donc sur les heures structurelles. Je passe la parole maintenant à Emmanuel qui va nous faire un point sur le fait de sécuriser, fiabiliser les payes et les DSN. Ok, je vais ouvrir le micro pour parler, ce sera mieux. Merci, Émilie. Juste une petite rectification. Émilie, tu as parlé des formats de bulletins pour 2023. C'était bien en 2022, c'est-à-dire cette année, que les formats de bulletins, enfin, on n'est pas à l'abri que ça évolue en 2023, mais en tout cas, les éléments qu'on a abordés dans la slide précédente concernent bien l'année 2022. Donc, c'est bien pour janvier 2022. Merci. Donc, sur la partie sécurisation, fiabilisation des payes, en fait, on a très régulièrement des remontées de la part de Sage d'informations qui sont retournées justement par le GIP MDS et qui mentionnent quelques manquements, en fait, au niveau des déclarations. Donc, du coup, on s'est dit qu'il y avait certainement des choses à faire pour vous aider sur ces sujets-là et pour essayer de trouver des solutions pour vous simplifier la vie et vous accompagner dans cette sécurisation et cette fiabilisation des éléments que vous déclarez, de l'établissement de vos payes. Donc, du coup, on va proposer plusieurs éléments. D'abord, au travers de l'outil qui s'appelle Sage BI Reporting, que vous connaissez peut-être déjà, j'espère. C'est un outil donc, de reporting basé sur Excel qui va se connecter à la paye Sage. Donc, nous, AppSystiborg, on a mis en place des classeurs Excel très orientés opérationnels qui vont vous permettre de vérifier un certain nombre d'éléments. Donc, on a en fait, dans ces classeurs, fait un focus, dans un premier temps, sur la vérification des bases de cotisation, la vérification des plafonds, la vérification de l'allègement et le suivi mensuel des éléments essentiels de votre paie. L'idée, c'est vraiment de vous mettre le pied à l'étrier avec des outils, encore une fois, très opérationnels que vous allez pouvoir exploiter et puis enrichir. Donc, la volonté de ces classeurs et la finalité de ces classeurs, c'est de comparer ce qu'il y a en paye par rapport à ce qui devrait être et du coup de faire une situation mensuelle et globale afin justement que vous puissiez vous assurer que vous êtes raccord par rapport aux éléments
que vous avez dans vos payes. Et on a mis en place une proposition d'accompagnement sur soit une journée, soit 2 journées, que vous voyez là. L'idée, c'est vraiment de vous partager ces classeurs, de vous donner les éléments pour que vous puissiez y accéder, pour que vous puissiez comprendre comment ils sont faits, parce qu'il y a un peu de paramétrage. Il faut, comme dans les états pilotés, dans les états BI reporting que vous utilisez aujourd'hui, venir préciser quelles sont les rubriques que vous utilisez, quelles sont les constantes que vous utilisez. Donc, un petit peu de réglage et après les modalités d'utilisation. Donc, on a cette proposition-là sur l'exploitation au travers de Sage BI Reporting. Donc, ça, c'est un premier sujet. Ensuite, on a un autre sujet qui est la mise en place de formations groupées, dédiées, sur l'ADSN en particulier et sur les bonnes pratiques liées à l'ADSN. En fait, on avait déjà expérimenté cette solution de formation groupée, de formation collective cet automne sur le sujet de la gestion multi-contrat et ça avait eu un succès, en tout cas on avait eu de très bons retours des participants, donc du coup on renouvelle l'exercice sur ce sujet du perfectionnement de la DSN. Et donc, on met en place un certain nombre de sessions. Donc, sur le mois de juillet, il y en a 3, le 7, une le matin, une l'après-midi et le 8 juillet. À l'occasion de ces sessions, en fait, vous avez un formateur expert et 5 participants maximum sur chacune des sessions. Donc, c'est des formations qui se font en distanciel. On est sur un cursus de 2 heures, 2 heures et demie. On n'est pas à 5 minutes près. Et l'idée, c'est que ce formateur expert, bien entendu, utilise un support pour vous rappeler certains des éléments essentiels liés à la DSN et surtout vous donne des éléments très concrets et très factuels d'informations à contrôler et comment je m'assure que ce que je mets dans ma DSN est bien cohérent par rapport à ce que j'ai dans ma paye, qu'est-ce qui doit m'alerter éventuellement et comment je sécurise tout ça. Pour ceux d'entre vous qui la connaissez, c'est Bénédicte qui assurera les 3 sessions de juillet et on a aussi potentiellement déjà prévu de caler des dates en septembre. Dans le support qui est là, que vous aurez la semaine prochaine, puisqu'on est déjà jeudi, vous aurez aussi directement le lien pour vous inscrire. Mais si vous voulez anticiper, vous savez qu'en contactant MyFCCiborg, vous pourrez aussi avoir les informations. Donc ça, c'est le deuxième sujet pour tâcher de vous accompagner le mieux possible sur la sécurisation et la fiabilisation des données. Donc, 2 modalités différentes, soit au travers de Sage BI Reporting, soit au travers des sessions de formation. Donc, voilà pour ces sujets. Un autre sujet maintenant qui tourne autour des différentes offres de paye. On est pas mal interrogé et souvent, c'est un peu confus de savoir ce qu'on fait quand on veut vraiment gérer la paye de façon internalisée, hein, comme vous le faites aujourd'hui, mais on parle de solutions SaaS, on parle de cloud, de mobilité, etc. Donc, il nous semblait peut-être intéressant de faire une petite synthèse sur les différentes solutions qu'on voulait vous proposer, qu'on pouvait vous proposer en tout cas. Aujourd'hui, chez AppSysCyborg, on a 3 offres distinctes qu'on peut vous proposer pour gérer vos paies. Donc, la solution qui est dans l'écran, au milieu de cet écran, qui est la solution Sage Pay et RH, dont vous êtes équipé, et qui est donc une solution on-premise, c'est-à-dire que cette paye, elle est installée chez vous, sur vos serveurs, majoritairement, et donc elle offre une large couverture fonctionnelle. C'est une paye qui est connue et reconnue à la fois au travers du monde de l'édition et par les entreprises, et elle dispose donc sur la partie reporting de Sage BI Reporting. Cette paye, on peut la mettre dans le cloud AppSysCyborg, je vous en parlais en introduction, parmi les services qu'on peut proposer. Donc l'idée, en fait, c'est de prendre cette paye qui est installée sur vos serveurs et qui vous impose du coup de maintenir vos serveurs, votre infrastructure. Donc cette paye-là, on peut très bien la mettre dans le cloud AppSysCyborg et vous proposer du coup une solution que je vais qualifier d'hybride, c'est-à-dire que c'est bien la paye que vous connaissez, avec tout le périmètre tel que vous le connaissez aujourd'hui. On le met juste, avec des guillemets, dans le cloud. Et du coup, vous avez le bénéfice de tout ce qui va concerner la mobilité, puisqu'en fait, vous allez pouvoir accéder à votre paye à n'importe quel moment
avec la mobilité. On conserve la profondeur fonctionnelle de SagePay, on conserve la partie Sage BI Reporting, et on peut vous proposer des services additionnels comme par exemple la mise à jour une fois par an de votre solution si vous le souhaitez. En tout cas, du coup, ça peut vous libérer l'esprit sur toute la partie infrastructure. Donc ça, c'est les solutions avec SagePay traditionnel. Et puis, depuis quelques temps, Sage propose une solution que je vais qualifier de full SaaS. Donc, c'est-à-dire que c'est une autre paye complètement différente de celle que vous connaissez aujourd'hui. C'est une solution qui était à la base utilisée par les experts comptables. Et là, c'est un mode de fonctionnement complètement différent puisqu'on est sur une solution SaaS. Il n'y a rien à installer nulle part. Donc, bien entendu, en termes de mobilité, le sujet est clair, il suffit d'avoir un accès Internet. En revanche, il y a un certain nombre de contraintes qui sont liées à cette solution SaaS, comme toutes les solutions SaaS. C'est-à-dire qu'en termes de personnalisation, on n'est pas du tout sur le même périmètre que ce qu'on connaît avec la solution traditionnelle. De la même façon, au niveau des conventions collectives, au niveau du paramétrage, certes, Sage livre une partie du conventionnel et du légal, mais du coup, si vous n'êtes pas complètement dans les clous au niveau du conventionnel et du légal, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas réaliser. Et puis, de toute façon, on ne peut utiliser cette solution que si vous exploitez des conventions, enfin, vous êtes affilié à des conventions collectives, donc qui sont dans la liste de celles qui sont proposées par Sage. Et en termes de reporting, on est sur un outil qui s'appelle DataVis, qui permet, pour l'instant, d'exploiter uniquement les DSL. Donc, on est sur un périmètre qui est un peu différent, mais en même temps, c'est, on va dire, une solution d'entrée si vous souhaitez soit faire évoluer votre solution, soit en tout cas réfléchir autrement par rapport à l'exploitation de vos payes. Mais ça reste, bien entendu, une paye gérée chez vous en interne dans votre entreprise. Donc voilà, sur ce sujet de la paye en particulier, c'était histoire de repositionner les différentes offres. Également, ce qu'on voulait vous dire avec Émilie ce matin, c'est bien entendu, donc il y a le sujet de la paye, mais en complément de votre paye, il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels vous avez peut-être des réflexions, des volontés, des souhaits. Et dans ce cas-là, on a un certain nombre d'éléments qu'on va pouvoir vous proposer, que ce soit avec la solution Sage Espace Employé pour gérer le dossier du collaborateur, pour gérer les congés et les absences, pour gérer les notes de frais, ou les solutions de Lucas aussi sur la partie SIRH, avec un périmètre fonctionnel un petit peu plus grand sur certains aspects. Des solutions de reporting, on en a parlé, des solutions autour de la signature électronique pour signer et gérer vos contrats de travail, les avenants de vos contrats de travail, tout ce qui va tourner autour de la distribution digitalisée de vos bulletins de salaire, que vos collaborateurs aient ou pas d'adresse mail professionnelle, on pourra vous proposer des solutions, puisqu'en fait, on a soit des solutions complètement digitalisées, soit des solutions qui vont être en partenariat avec DocaPost et qui permettent la rematérialisation du bulletin. Donc, en fait, la vraie question, si je peux me permettre, c'est de savoir si vous voulez vous affranchir de l'impression des bulletins et plutôt vous orienter sur une distribution digitalisée des bulletins. Donc voilà les différents sujets qu'on souhaitait aborder ce matin avec Émilie. On se laisse un peu de temps pour les questions et les réponses parce qu'il est probable que nous en ayons quelques-unes. Donc je vais passer la parole à Léa qui nous partagera après les différentes interrogations que vous pouvez avoir. Merci beaucoup en tout cas. Merci Emmanuel, merci Émilie pour cette présentation. Donc, passons maintenant à la session questions-réponses. Donc, j'ai une première question. Est-ce que l'on peut faire les traitements en chaîne en plusieurs étapes ou bien tout se passe-t-il obligatoirement sans interruption? Émilie, tu prends, je prends.
Vas-y, peu importe. Bon, alors je me lance. Donc, alors, les traitements en chaîne, vous pouvez utiliser plusieurs fois en fait l'assistant. Ça reste un assistant. Donc, quand on est sur la fenêtre avec les choix, vous cochez ce que vous souhaitez. Par exemple, l'édition, je vais dire des choses qui sont idiotes, mais l'édition et la passation comptable. Vous lancez les traitements. Si vous devez répondre à certaines questions, le traitement s'interrompt et il vous laisse les modalités pour répondre. Et puis, quelques instants après, vous souhaitez réutiliser ce même assistant pour une autre partie des traitements qui sont proposés et vous le lancez à nouveau. Donc, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Après, c'est comme si vous utilisiez les traitements de façon unitaire. Là, ça vous accompagne dans un cadencement qui est celui qui est proposé par l'éditeur. Avec Émilie, il nous a semblé qu'il y avait un ordre qui pouvait être revu. Donc, il n'y a aucun problème en tout cas pour pouvoir l'utiliser à votre convenance. Pardon. Merci. On a une deuxième question. La MSA est-elle aussi concernée par le versement Agir Arco? Je peux prendre si tu veux, Emmanuel. Ouais, les entreprises qui cotisent auprès de la MSA ont déjà un recouvrement de leur cotisation de retraite auprès de la MSA. C'est-à-dire que c'est la MSA qu'on paye et c'est la MSA qui reverse. Néanmoins, donc ce dispositif-là existe déjà, mais il conviendra quand même d'effectuer les modifications de paramétrage, notamment puisqu'il y a des changements d'énumérés propres au cahier technique DSN 2023. Émilie, c'était l'émotion qui a dit MSA au lieu d'URSSAF. On recommence. Ah, pardon, ouais. C'est juste pour voir si tu suis. Pardon. Ouais. Donc effectivement, du coup, effectivement, les clients MSA qui payent déjà leur cotisation de retraite auprès de la MSA, donc ce recouvrement-là est déjà mis en place. Néanmoins, même les entreprises qui cotisent à la MSA devront effectuer les changements dans leur paye, puisque les énumérés propres au cahier technique DSN 2023 va changer. Merci. La prochaine question a été posée au moment où on parlait du transfert du recouvrement de la retraite complémentaire. Donc, pour la phase 1, faut-il la version V4.10 ou la V5, point 10? Donc, V4.10, V5.10. Donc, à partir de la V4.10, on peut bien intervenir et c'est justement tout l'intérêt, si je peux me permettre. On peut bien vous proposer de vous accompagner sur la mise en place de cette première phase du transfert du recouvrement des retraites complémentaires par l'URSSAF, puisqu'en fait, on va intervenir au niveau du plan de PACE. Donc, ça veut dire qu'on va venir récupérer et créer de nouvelles rubriques. En fait, on duplique toutes les rubriques de retraite très, très concrètement. Ce sont toutes les rubriques de retraite complémentaire qui sont dupliquées et qui vont être de fait affectées à l'URSSAF. Donc, on peut bien intervenir dès à présent sur les versions 4.10 et DS 12.11. Même si vous n'êtes pas en DS 12.11, si vous étiez encore en 12.10, on pourrait intervenir à minima pour les rubriques et pour la modélisation comptable et pour vous expliquer tous les dispositifs. Donc, on peut bien intervenir dès à présent. Merci. Autre question. Est-ce que Sage BI fonctionne uniquement lorsque les payes sont clôturées? Ah non. Sage BI fonctionne sur les payes, qu'elles soient clôturées ou pas, c'est juste des bulletins calculés, absolument. À partir du moment où les éléments sont calculés, on va pouvoir récupérer les informations, mais on peut même avec Sage BI aller chercher des informations qui concernent le collaborateur. Donc sans même parler du sujet du calcul des bulletins. Il y a plusieurs aspects
effectivement, qui peuvent être exploités avec BI. Donc, il suffit de calculer les bulletins. C'est tout l'intérêt d'ailleurs, hein, c'est qu'on n'a pas forcément de latence. Vous calculez un bulletin, il y a un petit transfert quand même à faire, transférer les informations, vous exploitez, vous relancez un calcul, vous transférez les informations, vous les exploitez dans cette Gemini Reporting. Merci. Donc, on a déjà répondu à ça, mais faut-il passer en version V5 pour le paramétrage des cotisations de retraite pour 2023 et à quel moment pouvons-nous faire cette mise à jour? Donc, si vous voulez faire la mise à jour en V5 dès à présent, on ne va pas vous empêcher de le faire, bien entendu. C'est juste que puisque cette V5, de toute façon, il faudra passer cet hiver en 5.10, c'est comme ça qu'elle devrait s'appeler, nous, on ne vous oblige pas, entre guillemets, à le faire, puisque ce n'est pas une obligation, là, tout de suite. C'est ce que je disais tout à l'heure, on proposera la 5 et la 5.10 cet hiver, mais dès à présent, encore une fois, on peut travailler sur la partie recouvrement des retraites, puisqu'on travaille sur les rubriques de cotisation. Merci. Comment connaît-on la version SQL? Ah, c'est une bonne question. Il faut aller dans Management Studio pour voir ça. Émilie, on n'a pas d'autre solution, on est d'accord, hein? Non, il n'y a pas d'autre solution. Effectivement, il faut aller sur le serveur où la base de paye est stockée et aller voir dans le Management Studio la version SQL qui est installée. Donc, normalement, votre informaticien, c'est ça. Pour ceux d'entre vous, alors je ne l'ai pas dit, hein, mais pour ceux d'entre vous qui êtes déjà dans le cloud AppSyBorg, pas de stress, hein, la question ne se pose pas. On gère cet aspect-là pour vous. C'est aussi peut-être un des autres avantages que je peux mettre en avant sur le sujet du cloud AppSyBorg. Bien entendu qu'on s'occupe de ça, on s'en est occupé, c'est complètement transparent pour vous. Mais sinon, effectivement, il faut aller vérifier ça. Si vraiment vous avez un doute, parce que vous savez que vous n'êtes pas, entre guillemets, des plus assidus sur les mises à jour, envoyez-nous un petit mot sur, par exemple, contactez MyAppSyBorg et puis on vous aidera à aller vérifier si vous voulez. Merci. Vous avez parlé de 4 feuilles Excel de contrôle sur BI. Les clients ayant déjà cet outil peuvent-ils bénéficier d'ores et déjà des 4 feuilles? En fait, alors, ce sont 4 classeurs Excel. C'est mieux que des feuilles Excel, ça veut dire qu'il y a plus d'éléments qui sont traités. Chaque classeur, en fait, concerne des thèmes particuliers. On a choisi de vous proposer de vous accompagner avec une prestation, parce que si on vous envoie les classeurs sans vous expliquer comment les utiliser, on craint que vous ayez du mal à vous y retrouver, sans vouloir être désagréable. Maintenant, si vous maîtrisez parfaitement l'outil, écoutez, on peut en discuter, mais on pense qu'il est préférable de vous accompagner au travers d'une prestation. Mais sur le principe, bien sûr que vous pouvez récupérer ce classeur. De toute façon, on ne se positionne pas en tant que, comment dire, éditeur de ces classeurs. L'idée, c'est pas de le maintenir, de le faire vivre, c'est vraiment de vous donner un outil, un peu comme Sage, en fait, propose le catalogue de ces classeurs directement dans l'aide. Donc, c'est un peu le même principe. Et donc, si vous considérez que vous êtes complètement autonome pour aller faire vos branchements tout seul, on peut très bien réfléchir à ça. Merci. Alors, autre question. Quand vous parliez des bulletins de rappel tout à l'heure, est-ce pareil que les bulletins complémentaires? Émilie, tu prends? C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Le bulletin de rappel le bulletin de rappel peut bénéficier des automatismes au niveau des calculs de plafond et de tranches, et ce en tenant compte de la période à laquelle il s'y réfère. C'est-à-dire qu'un bulletin de rappel
a pour vocation de notifier aussi les éléments de quand le collaborateur était parti. Et il va, comme le bulletin complémentaire, reprendre les périodes de rattachement sans souci, mais notamment sur des années antérieures. Hein, chose qu'on ne pourrait pas forcément faire avec le bulletin clarifié. Et puis, effectivement, la partie automatisation du calcul des tranches et des plafonds lors du calcul du bulletin de rappel. Donc, si on le dit autrement, si vous devez aujourd'hui faire un bulletin pour un collaborateur sur un sujet qui concerne le mois d'août 2021, la bonne méthode, c'est d'utiliser le bulletin de rappel, parce que du coup, vous allez bien utiliser l'ensemble des rubriques qui étaient en vigueur à ce moment-là et les taux qui étaient en vigueur en ce moment-là. Donc, ça, c'est la bonne méthode à utiliser. On sait que tout le monde ne fait pas ça, mais sur le principe, c'est bien cette notion-là qu'il faut utiliser, c'est-à-dire le bulletin de rappel quand ça concerne des périodes qui ne sont pas sur la période de paye en cours. Et donc, du coup, chez Sage, on a bien deux choses différentes, le bulletin de rappel et le bulletin complémentaire. J'espère que c'est clair. Merci. Emmanuel, on me redemande de préciser la version minimum du serveur SQL, s'il te plaît, si tu peux juste redire. Alors, SQL, aujourd'hui, c'est 2017 ou 2019. Merci. Et ce n'est pas serveur SQL, hein, attention, c'est la base de données. En fait, il y a deux choses. Il y a Windows Server. Windows. Voilà, l'environnement Windows, merci. L'environnement Windows. Et ensuite, il y a la version de la base de données. Donc, ce dont on est en train de parler, c'est vraiment la version de la base de données. Et donc, on est sur SQL 2017 ou SQL 2019. Merci. Si nous sommes en SQL 2012, est-ce qu'éventuellement nous pouvons basculer dans le cloud AppSyborg? Absolument. Absolument. Vous pouvez soit choisir de conserver votre infrastructure et de passer sur le nouvel SQL, sur le nouveau runtime SQL, ou alors profiter de l'occasion pour vous affranchir de l'intégralité de votre infra et mettre l'ensemble des solutions dans le cloud AppSyborg. Et comme ça, après, vous serez tranquille de ce point de vue-là. Merci. Autre question, pouvons-nous installer la version 5.10 seule ou devons-nous planifier une intervention? Alors, en règle générale, on ne vous empêche pas de faire vos installations tout seul. Bien entendu, vous avez pour certains l'habitude de faire ça, vous avez pour certains des services informatiques qui savent tout à fait faire. Donc, la seule chose, c'est pour faire les mises à jour, il y a un certain nombre de préconisations, de prérequis, de règles à respecter. Parce qu'il y a tout l'aspect lié à la mise à jour du produit, et puis il y a toutes les précautions de sauvegarde de base, etc., qu'il faut respecter. Donc, si vous êtes à l'aise par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Vous payez votre abonnement, vous avez accès donc aux sources et on vous les transmet. Donc, sur le principe, pourquoi pas, à la condition que vous sachiez le faire dans les règles de l'art. Sinon, j'allais dire comme d'habitude, on vous propose effectivement un accompagnement pour pouvoir réaliser cette mise à jour. Merci Emmanuel. Je vais encore prendre 2 questions et pour les questions qui n'ont pas reçu de réponse, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous pour y répondre. Alors, le traitement en chaîne génère-t-il plusieurs fichiers par thème ou un seul? C'est un fichier par thème? Enfin, vas-y. Oui, le traitement en chaîne, c'est juste le fait de pouvoir lancer en une fois différentes fonctions que vous auriez pu lancer en passant par les menus. Donc après, effectivement, si vous éditez vos bulletins, il vous éditera vos bulletins. Une fois que vous aurez passé, et donc notamment là dans ce traitement en chaîne en termes d'édition,
on a l'édition du livre de paye, l'édition de l'état résumé des cotisations. Si je prends ces deux exemples-là, dans un premier temps, il va vous éditer votre livre de paye, donc soit en version papier, soit il va vous demander de l'enregistrer en PDF, comme au lancement via le menu gestion, édition, livre de paye. Et une fois que cette édition sera terminée, il vous propose de passer à l'étape suivante, donc état résumé des cotisations. Et pareil, il vous générera un deuxième PDF pour cette édition. Et il vous laissera la main pour saisir le nom si vous souhaitez personnaliser le nom. Merci. Dernière question, donc, concernant les retraites complémentaires, pour la MSA, faudra-t-il aussi faire de nouvelles rubriques ou il n'y aura aucun paramétrage à prévoir? Émilie a répondu tout à l'heure. Il n'y aura pas forcément de nouvelles rubriques. Il y aura des nouvelles rubriques. Il y a forcément du paramétrage, même pour les entreprises qui sont redevables de la MSA, puisque les énumérés attendus au niveau des variables changent avec le cahier technique 2023. Donc, dans tous les cas, URSSAF MSA, il y aura bien du paramétrage à prévoir pour 2 nouvelles rubriques rattachées à 2 nouveaux énumérés. Et quand tu dis 2, c'est plusieurs, c'est pas 2 de chiffres. Oui. Et on est obligé de faire ça. En fait, c'est justement, on parlait des bulletins de rappel tout à l'heure, c'est obligatoire en fait de créer des nouvelles rubriques pour pouvoir justement conserver les anciennes dans le cas où il faudrait faire des bulletins de rappel pour les collaborateurs. C'est pour ça en fait que ça nécessite ce travail de création de nouvelles rubriques, parce qu'il faut qu'on puisse, si c'est nécessaire, conserver les anciennes qu'on peut utiliser au travers des bulletins de rappel et mettre en place des nouvelles pour les nouveaux bulletins et la nouvelle réglementation à partir de 2023. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le choix en fait. Merci Manuel, merci Émilie. Nous avons déjà passé 1 heure ensemble, donc on va s'arrêter là. Ne vous inquiétez pas, on a toutes vos questions et on reviendra rapidement vers vous pour y répondre. Et on va regarder, je m'avance un peu, mais on va regarder les questions et s'il y a des choses qui sont vraiment communes à tous, on fera, comme on fait de temps en temps, une petite FAQ qu'on mettra à disposition avec le replay dans le mail. On peut faire ça, hein, Léa? Oui, c'est possible. Voilà. Donc, je vais regarder les questions et on fera ça s'il y a des choses qui sont vraiment de nature à intéresser l'ensemble des personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.